Eh bien, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc pour ces rencontres-là, on a un timing qui était assez intéressant puisque on est en ce moment dans une période de tension ou de réflexion politique, étant donné que on est en train de voter le budget de l'État. Et il est assez intéressant de savoir que ce vote sur le budget de l'État en France est fait par nos représentants et des représentants à qui on a donné un pouvoir, le pouvoir donc de nous représenter, de nous décider des choses à notre place. Sauf que dans certains pays, les citoyens participent activement, notamment à des réflexions sur le budget. Ils peuvent être interrogés là-dessus, s'exprimer, donner leurs opinions sur le budget, mais sur sur plein d'autres sujets en réalité. Et parmi ces pays, il y a Taïwan. Taïwan qui a une très longue histoire et très passionnante histoire. Et du coup, ce soir, on va utiliser ce timing-là et partir de Taïwan pour un peu se poser des questions sur ce qu'est ce mode de démocratie qui existe à Taïwan, qu'on appelle la démocratie participative. Et on va se poser donc des questions avec Fiorella Bourgeois. Bonjour, je me suis planté dans les deux. J'allais dire Fiorella Bonjour Bourgeois. Bourgeois. Donc Fiorella, tu es chercheuse associée au CECMC, Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine. J'ai réussi. J'ai réussi. Et donc, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu ce que tu fais au centre de recherche ou... Étant donné que j'ai soutenu ma thèse cette année, donc du coup, c'est juste un intitulé. Je suis jeune chercheur associé, donc ça nous permet en fait de valoriser, enfin de continuer à publier en fait des articles, éventuellement un ouvrage, et de mener des recherches qui sont dans la continuité en général de notre thèse. Voilà. Et donc à propos de la Chine, j'imagine. À propos de Taïwan. Et de Taïwan, précisément. Alors le Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine accueille des chercheurs. Donc c'est un centre qui est relié, rattaché au CNRS et à l'EHESS, et qui accueille des chercheurs qui travaillent sur la Chine, Taïwan et Hong Kong, et sur le monde sinophone en général. Voilà. C'est des institutions publiques, si tu peux préciser. Et oui, donc le CNRS, c'est le Centre national de la recherche scientifique, et le HESS, c'est l'École des hautes études en sciences sociales, qui est du coup un grand établissement public. Donc voilà, deux institutions publiques dans le monde de la recherche. Comment tu es venu à travailler sur ce sujet-là ? Est-ce que c'est justement ces institutions publiques qui t'ont permis de travailler là-dessus, ou c'est toi qui, d'un point de vue personnel, étais intéressé par le sujet ? Qu'est-ce qui t'a amené là ? C'est vraiment de fil en aiguille. Je ne sais pas à quel point on a du temps pour revenir un peu sur mon parcours, mais... Bon, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. J'ai été intéressée par l'archéologie de la Chine, donc en licence. Et donc pour cela, il fallait apprendre la langue du pays. Et donc j'ai mené en parallèle une autre licence en chinois de langue et de civilisation, donc à l'INALCO. Et puis je me suis dit, c'est dommage d'apprendre à parler chinois, et finalement, en tout cas le mandarin, et finalement de lire des vases, ou en tout cas de ne pas avoir l'occasion vraiment de pratiquer. Et donc en master, je me suis tournée en anthropologie de la Chine, et donc j'ai fait un terrain de 2 mois dans une province de la Chine du Sud-Est qui s'appelle le Fujian, et dans le cadre de ce mémoire, j'ai pu étudier un patrimoine qui a été, au niveau de l'UNESCO en fait, qui s'appelle les Tulo, qui sont des bâtiments en terre cuite dans lesquels vivent deux ethnies qui vivent en Chine continentale, que sont les Hakka et les Minnan, qui sont aussi des ethnies qui vivent à Taïwan. Et c'est comme ça en fait que j'ai découvert Taïwan. C'est par le prisme de ces bâtiments et de la rhétorique du Parti communiste chinois, qui disait en gros que ces populations qui vivaient à Taïwan et qui vivaient aussi en Chine continentale avaient du sang chinois. Et donc il y avait des musées qui étaient ouverts pour dire en gros que certains présidents taïwanais, c'est une vice-présidente taïwanaise qui était d'origine Hakka et ou Minnan, étaient en fait d'origine chinoise, de Chine continentale, de Chine populaire.
Et donc, ça m'a beaucoup intéressée. Et en fait, j'ai vu que ces bâtiments étaient aussi construits à Taïwan et à Singapour. Et donc, de fil en aiguille, donc j'en suis arrivée à là. Et puis, il y a eu en France, en réalité, toute cette rhétorique en 2016-2017 autour de la crise des institutions démocratiques. Et en fait, c'est de là qu'est venu mon intérêt pour Taïwan, parce que je me suis dit, pour comprendre ce qui se passe en France, j'aimerais comprendre ce qui se passe, comment ça se passe à Taïwan, qui était considérée comme une démocratie exemplaire. Et donc, pour mieux comprendre le cas français, j'ai voulu étudier le cas taïwanais, à la fois parce que la passerelle dans la recherche est plus facile de la Chine vers Taïwan, tout simplement, et puis parce qu'en Chine, on ne peut pas étudier les institutions politiques telles quelles, tout simplement, en fait. Ce n'est pas accessible sur le terrain. La seule dimension politique qu'il est possible d'étudier, c'est ce que fait ma directrice de recherche ou d'autres chercheurs, c'est ce qu'on appelle le politique ordinaire, donc étudier le quotidien des gens, un peu. Voilà. Et du coup, à Taïwan, j'ai mené 3 terrains en parallèle. Un terrain dans une communauté de hackers qui s'appelle GovZero, qui est en gros la plus grosse communauté de hackers d'Asie. Tu peux juste expliquer le terme GovZero, qu'est-ce que ça... Oui, alors GovZero, ça s'écrit G0V, et c'est en fait Government Zero. En chinois, c'est Lingshi Zhengfu. Et en gros, c'est l'idée de refonder un gouvernement un peu de l'ombre en réaction au gouvernement qui était au pouvoir en 2012 à Taïwan, au moment où ça a été créé, on pourra y revenir. Et j'ai mené donc 2 autres terrains qui sont connexes à celui-ci. Un terrain au sein d'un dispositif de co-création des lois qui était porté par cette communauté de hackers en partenariat avec le gouvernement. Et un dispositif... Et j'ai fait du coup un stage de 1 an au sein d'un ministère sans portefeuille à compétences interministérielles, mené par la ministre Audrey Tang, qui était aussi hackeuse au sein de cette communauté et qui est une ministre transgenre, qui aujourd'hui qui est devenue ministre du numérique lorsque le ministère du numérique a été créé en 2020, si je ne me trompe pas, ou 2021, et qui aujourd'hui n'est plus ministre du numérique et qui est en fait ambassadrice du numérique rattachée au ministère des Affaires étrangères. Voilà. Alors moi, juste avant qu'on s'intéresse à ce sujet, pour moi, c'était très flou. Taïwan, est-ce que ça fait partie de la Chine, est-ce que ça fait pas partie de la Chine? En fait, en recherchant, je me suis rendu compte que en fait, c'est assez compliqué comme question. Question pour vous. Qui est à peu près au courant de la situation à Taïwan? Ici 2, 3, 4 personnes, à peu près la moitié. Est-ce qu'on fait un rapide résumé de contexte très, très rapide pour essayer de voir d'où Taïwan part et où est-ce qu'on en est maintenant? T'as 1 minute. 2 phrases, et chaque phrase doit faire 5 mots maximum. Allez, c'est parti. Donc c'est en fait... il est tout aussi intéressant. En fait, on ne peut pas parler de Taïwan, donc de l'île géographique, sans parler de la République de Chine, c'est-à-dire du régime qui est aujourd'hui à Taïwan. Donc, il faut savoir que sous l'Empire... Alors, en très rapide. Sous l'Empire Qing, donc Taïwan est rattaché à l'Empire Qing et à l'issue de la guerre sino-japonaise en 1894-95, Taïwan passe sous colonie japonaise. Et donc, en fait, l'Empire Qing chute en 1911-1912, et en 1912 est proclamée la République de Chine. Et donc, par Sun Yat-sen, notamment. Peut-être que certains en ont déjà entendu parler. Et donc, à ce moment-là, la République de Chine, qui sera le futur gouvernement qui va se retrouver exilé à Taïwan, en fait, et se développe sur le continent. Jusqu'en 1949, parce qu'entre-temps, donc, il y a le Parti communiste qui émerge au début des années 20. Et donc, il y a à la fois des tensions, des ententes, redétentions, etc. Et en 1949, le Parti communiste proclame la République populaire de Chine sur le continent. Et les institutions de la République de Chine s'exilent et migrent, sont amenées à migrer à Taïwan, puisqu'en fait,
je ne l'ai pas mentionné, désolé pour le caractère un peu décousu, mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'île de Taïwan revient, alors on dit à la République de Chine. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que du coup, sur la Chine continentale, on a donc la République populaire de Chine avec le Parti communiste qui prend le pouvoir. Et à Taïwan, on a donc la République de Chine qui s'exile et qui espère reconquérir un jour le continent. Voilà, on sait tous que ça ne se passera pas comme ça. Et donc, à Taïwan, enfin un petit peu avant, mais à Taïwan en tout cas, le régime en place va proclamer une loi martiale en 47 et en 49. Et donc, on va se mettre en place une période, un État policier et militaire, donc une période autoritaire. La République de Chine n'a jamais été démocratique, elle s'est fondée, ça a toujours été un régime assez autoritaire. Il avait pour projet de se démocratiser, en tout cas c'est ce qu'il disait, mais pour ce faire, il devait passer par plusieurs États, dont un État militaire. Et donc avec la loi martiale, cet État militaire perdure sur l'île, et la levée de la loi martiale se fait en 1987 et en 91 sur les petites îles, puisqu'en fait la République de Chine, c'est l'île de Taïwan, et puis, je ne sais pas si vous avez une carte, et puis des petites îles autour. L'île la plus proche est à quelques dizaines de kilomètres de la Chine continentale. Voilà. Et c'est l'île de Jingmen. Oui, voilà, parfait. Voilà. Donc en gros, en 87, levée de la loi martiale, les réformes de libéralisation et de démocratisation dans les années 90, les premières élections présidentielles en 1996, donc c'est quand même assez récent. Premier changement de parti en 2000, puisque les élections ont lieu tous les 4 ans, les élections présidentielles. Et là, ça fait 3 mandats, si je ne me trompe pas, donc il y a 2 grands partis. Le parti de la dictature, qui reste l'un des principaux partis d'opposition, et le parti actuellement au pouvoir, le Parti démocrate progressiste. Voilà, sachant que moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans mes recherches, ça a été les restes autoritaires, les legs autoritaires dans le droit, dans l'administration. Qu'est-ce qui reste en fait de cette période autoritaire à Taïwan, et notamment les fragilités encore institutionnelles. Voilà. Bah, merci du récap. J'en profite parce qu'en fait, en préparant les rencontres et en préparant l'exposition, on avait vu un documentaire sur Arte. Donc, si vous voulez un récap de tout ce que tu as réussi en peu de temps à nous présenter, n'hésitez pas à aller voir ce documentaire-là. Pareil, comme Benoît, je ne connaissais rien sur l'histoire géopolitique de Taïwan. Et en peu de temps, j'ai pu comprendre un peu les différentes étapes des gouvernements qui sont succédés depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ce documentaire-là. Tu évoquais tout à l'heure la figure de Audrey Tang, et c'est intéressant de parler d'elle, d'autant plus que tu viens de nommer ce paradoxe qu'il y a de cette situation particulière liée à la Chine et en même temps de dire que ça reste une démocratie participative. Quelle a été son implication, comment elle est arrivée au pouvoir, qu'est-ce qu'elle a pu faire bouger là-dedans? Alors, donc Audrey Tang a accédé donc en 2016. En 2016, il y a une élection présidentielle et donc on passe du Kuomintang, donc qui était le parti de la dictature, au Parti démocrate progressiste. Donc c'est la 2e fois que le Parti démocrate progressiste revient au pouvoir. Et donc c'est la présidente Tsai Ing-wen qui est élue et elle décide de la nommer à la tête d'un ministère sans portefeuille. Donc à Taïwan, les ministères sans portefeuille sont à compétence interministérielle. Donc c'est des ministères assez puissants, mine de rien, puisqu'ils ont la capacité de mobiliser d'autres ministères. Et donc son ministère sans portefeuille, le fait d'être un ministère sans portefeuille permet à certains ministres, ce qui a été le cas pour Audrey Tang, de définir d'une certaine manière ses propres missions, ce sur quoi elle souhaitait travailler. Le ministère sans portefeuille qu'elle avait concernait 3 axes. Je vais essayer de m'en souvenir. Donc il y avait le gouvernement ouvert, il y avait ce qu'elle appelait les social enterprises, les entreprises sociales, et la participation des jeunes. Voilà. Elle vient à l'origine en fait du mouvement open source et du logiciel libre.
dans les années 2000, elle a participé notamment à la traduction en caractères traditionnels, puisqu'il faut savoir en fait qu'en Chine populaire, l'écriture, pour le mandarin, c'est des caractères, ce qu'on appelle simplifiés, c'est-à-dire qu'il y a moins de traits qu'à Hong Kong ou à Taïwan, qui sont donc ce qu'on appelle des caractères traditionnels. La simplification s'est faite sous Mao Zedong, avec la prise du pouvoir du Parti communiste chinois. Et à Taïwan, donc, ils ont conservé ces caractères traditionnels. Et donc, tout l'enjeu, quand Wikipédia a né et quand le web chinois, version Taïwan, s'est développé, ça a été aussi justement de pouvoir avoir non pas de l'anglais ou des écritures romanisées, mais des écritures en caractères traditionnels. Et Taïwan a été un pilier là-dedans, et notamment Audrey Tang a joué un rôle là-dedans. Et elle a également joué un rôle dans le développement d'un langage de programmation, puisqu'en fait... je ne sais pas qui connaît un peu comment fonctionne le web, mais du coup, il y a plusieurs langages de programmation utilisés. Et l'un des langages de programmation qu'elle a utilisé était justement, qu'elle a développé, était le langage Perl, en partenariat avec d'autres développeurs américains des quatre coins du monde, pardon. Et donc ça a été dans les années 2000. En 2012 a été fondée la communauté de hackers que j'ai mentionnée plus tôt. GovZero. GovZero, c'est ça. Donc j'ai retenu. Et en fait, à la base, c'était des gens des interconnaissances, des gens qui se connaissaient entre eux. Et donc, elle a été invitée par les cofondateurs à faire partie, parce qu'elle faisait partie de ce cercle de développeurs, etc. Et donc, elle a cofondé, en fait, elle a fait partie des cofondateurs, en fait, de cette communauté. Et cette communauté s'est développée en réaction à une politique qui était menée par le gouvernement, le Kuomintang, donc le gouvernement, l'ancien parti de la dictature, qui disait en gros que je me souviens plus exactement quel était le truc, mais que les citoyens étaient un peu trop bêtes, je paraphrase, pour comprendre les questions de budget, que c'était trop compliqué pour eux et qu'il fallait faire confiance au gouvernement. Et en réaction à ça, la communauté s'est fédérée. Et le premier projet qu'ils ont monté, ça a été la question de la transparence du budget, et notamment comment on passe des chiffres très compliqués, souvent des PDF, etc., illisibles et imbuvables, à une visualisation, une représentation visuelle du budget, et notamment la numérisation des PDF pour qu'ils soient saisissables, c'est-à-dire qu'on puisse sélectionner chacune des cellules, en fait, et ensuite en faire des bulles qui montraient pour chaque ministère quel budget était engagé sur chaque action, chaque programme, etc. Et on pouvait... Avec un outil spécifique numérique, c'était une plateforme, c'était quoi? C'était juste... Ils ont programmé, en fait. Et il y a eu 2 étapes. Il y a eu cette numérisation des PDF pour le rendre saisissable les chiffres. Et la deuxième étape a été justement de modéliser le budget pour que chaque citoyen puisse... que ce soit accessible à chaque citoyen, en fait. Voilà. Tu viens tout à l'heure de parler quand tu parlais de Audrey Tang, qu'elle était dans l'open source. On va peut-être un peu expliquer, puis c'est assez intéressant, c'est assez fondamental même dans sa conception du monde et de la démocratie, le concept d'open source. Est-ce que tu veux nous en parler un peu de ce que c'est très vite fait ? Alors, là aussi, du coup, il faut remonter un peu au logiciel libre. La naissance du logiciel libre, c'est à la fin des années 70, au début des années 80, en réaction au logiciel propriétaire. Et notamment, l'un des grands fondateurs du mouvement du logiciel libre, c'est Richard Stallman, qui a fondé notamment la Software Foundation et une suite de logiciels qu'on appelle GNU, donc c'est GNU, et c'est un petit book, je crois, si je ne me trompe pas, qui sert de logo. Et en fait, du mouvement du logiciel libre, il y a 4 principes. C'est en fait de pouvoir étudier le code de tout logiciel, de pouvoir le modifier. Donc en y ayant accès, on peut le modifier et en faire ce qu'on veut. De pouvoir le copier et le dupliquer, donc le diffuser librement. Ce qui ne veut pas dire gratuitement, mais librement. C'est-à-dire qu'on peut nous vendre un logiciel libre, mais après on est libre d'en faire ce qu'on veut. Et l'open source, en fait, est né d'un différent
au cours des années, si je ne me trompe pas, au début des années 90, au sein du mouvement du logiciel libre. Et donc là, ça a été beaucoup porté par plusieurs figures, dont Linus Torvalds, qui a fondé en fait les systèmes d'exploitation, enfin un des noyaux Linux, et qui a donné lieu à plusieurs... je ne sais pas qui est familier avec Linux. Je ne sais pas qui est familier aussi avec le terme de système d'exploitation. Oui. Moi, mais parce que j'ai fait des études là-dedans. D'accord. C'est pareil que Windows, mais c'est pas Windows. Globalement. Super bien. Bien résumé. Voilà. Il y a tout ce qui est donc Mac, Windows, et à côté il y en a d'autres, mais en gros il y a des distributions qui sont fondées sur un noyau Linux. Parmi la plus connue, c'est Ubuntu, si certains en ont entendu parler. Voilà. Mais il n'y a pas que celle-ci, il y en a d'autres. Et donc l'open source, voilà, promeut différentes valeurs. Ce sont souvent des objets numériques, des logiciels qui sont considérés comme des communs. C'est-à-dire que à la fois une gouvernance partagée, tout le monde peut contribuer, tout le monde peut utiliser les logiciels ou les objets numériques produits. Le code est accessible, donc il y a l'idée de pouvoir contrôler individuellement et collectivement ce qui se fait, ce qui se développe. Donc contre l'opacité souvent que véhiculent les logiciels propriétaires, parce que Windows, on n'a pas accès à l'entièreté des fichiers qui composent en fait le système d'exploitation. Certains fichiers sont verrouillés, on n'y a pas accès. Et donc voilà. Et donc dans cette communauté du hacker, l'idée c'est de reprendre aussi justement ces valeurs portées par l'open source, non seulement de favoriser des outils, des logiciels, des langages de programmation qui sont open source, dans le cadre du développement de ce qu'on appelle de technologies citoyennes, c'est-à-dire de technologies qui ont une visée politique, qu'on appelle donc la civic tech, et en même temps de reprendre des valeurs comme le partage, le faire ensemble, la transparence, etc. Oui, du coup, j'ai l'impression que les valeurs de l'Internet libre, des open source, de logiciels libres, tout ce que tu évoques, sont un peu un parallèle de la démocratie. On veut de l'accessibilité, on veut de la transparence, on veut une certaine liberté. Donc, est-ce qu'on arrive à rassembler les outils numériques à cette envie de démocratie ? Est-ce qu'il y a des exemples, donc au-delà de Taïwan aussi, qui te viennent en tête ? Qu'est-ce que tu veux évoquer ? Lié open source et démocratie. Tout dépend de quelle démocratie on parle, puisque le principe en tout cas des gros organismes qui portent les mouvements open source et logiciels libres, c'est justement ce sont des mouvements très critiques de la représentation, et notamment du leadership, etc. Alors si on parle de la démocratie représentative, on voit très vite les différends qu'il peut y avoir. Ce sont des mouvements qui, d'une certaine manière, portent des valeurs de démocratie délibérative, plus que participative d'ailleurs. Quelle est la différence ? Ah oui, on va t'arrêter à chaque fois. Hein. Je vais m'arrêter de parler. Ce sera un peu dommage. Alors, la démocratie participative, c'est une démocratie qu'on dit souvent consultative, c'est-à-dire que tout citoyen peut participer au processus d'élaboration de l'action publique en étant consulté, mais sa décision n'est pas forcément prise en compte et il n'a pas forcément besoin de délibérer. Il suffit juste qu'il soit là et qu'il réponde à des questions, ou etc. Ça peut être de la participation. On peut estimer que le sondage est de la participation. La démocratie délibérative, c'est une démocratie qui est fondée justement, alors dans l'idéal, sur l'échange d'arguments rationnels, sur la communication, sur la délibération, pour produire des arbitrages qui seront pris en compte dans la fabrique des politiques publiques, notamment, mais pas que. Donc voilà, c'est en gros la principale différence entre les deux. Comment on fait ça sans que ça dérive comme sur Twitter ? Si on laisse les gens justement dans la politique délibérative et en partant du principe que tout le monde va donner des arguments solides et valables, est-ce qu'il y a un système de contrôle ? Alors, donc du coup, la démocratie délibérative, à Taïwan et en France, mais ailleurs aussi, est testée, ou en tout cas est mise en œuvre dans le cadre de dispositifs très particuliers, dans des cadres associatifs, en tout cas dans des dispositifs locaux. On n'a pas d'institution nationale qui font de la démocratie délibérative. Et donc souvent, la délibération est articulée avec des acteurs qui sont des facilitateurs, des modérateurs, des animateurs, des garants, des gens en fait qui sont là pour à la fois encadrer, orienter, modérer
faire respecter des règles de civilité, en fait, mais aussi s'assurer de la garantie de certains principes de parité, d'égalité, d'inclusion, que les gens qui sont plus en retrait puissent aussi avoir une voix, etc. Et donc, en fait, on utilise, en fait, on forme ces personnes pour essayer de garantir certains principes, certaines valeurs. Voilà. Là, j'ai affiché juste un document de la Banque des territoires, parce qu'en faisant des recherches, on a remarqué que beaucoup de collectivités territoriales vont utiliser ce que tu évoquais là tout à l'heure, les civic tech, les technologies citoyennes. Et ils réfléchissent beaucoup, donc comment on met en place... Alors d'habitude, ça va être des réunions publiques, des appels à contribution, des choses comme ça auprès des habitants et des habitantes. Mais comment mettre en place ça de manière numérique? Donc, quels sont les besoins des habitants et comment on peut utiliser des plateformes, etc. Donc, il y a pas mal concrètement de plateformes qui vont être connues pour ça. Est-ce que alors, voilà, par exemple, on est tombé sur Decidim, qui est... Alors, voilà, est-ce que c'est ce genre de plateforme, tu as eu l'usage? Est-ce que tu as un regard critique là-dessus? Est-ce que tu as eu même un retour d'expérience? Oui. Alors, donc Decidim n'est pas utilisé à Taïwan. En tout cas pas à ma connaissance. Decidim à la base est utilisé, donc est un commun numérique qui est né d'un groupe qui s'appelle MetaDecidim, qui est donc la communauté qui entretient le logiciel Decidim et qui est ouvert à tout le monde. C'est un logiciel open source qui a été, et là je suis assez critique et du coup je sais pas trop ce que je peux dire. Ce que tu veux. Tant mieux, tant mieux. Oui, non, mais Bon, c'est tout, pas... tout ce qui respecte au moins la politique Oui. de Twitch, mais ce sera la seule limite. D'accord. Donc ça a été adopté. Alors ça, j'ai un collègue qui travaille dessus, qui s'appelle Antoine Gaborio, qui est vraiment spécialiste de ce logiciel en fait, puisqu'il a été adopté dans certaines communes en Espagne. Donc voilà. En France, il est employé par plusieurs universités, collectivités territoriales. Il me semble, si je ne raconte pas de bêtises, par l'Assemblée nationale et le Sénat pour leur plateforme de pétition. Nous, on l'utilise parce que je suis aussi rattachée du coup à l'Université Paris-Est-Créteil. Et nous, on l'utilise depuis plusieurs années dans le cadre de conventions citoyennes qu'on met en place pour les étudiants depuis 4 ans, qui sont inspirées de la Convention citoyenne pour le climat. Et d'autres universités ont commencé à l'utiliser également pour des budgets participatifs ou d'autres initiatives inspirées de ce que font les collectivités territoriales en général. Mais tu vois, moi, en tant qu'habitante dans ma ville, j'ai jamais eu affaire à ce genre d'outils numériques. On n'est jamais venu me voir, ah tiens, tu peux participer, voter quelque chose en ligne. Ça a toujours été des réunions publiques affichées à la mairie, dans un banc derrière, que tu vois à peine affiché. Comment les collectivités décident de faire le pas vers le numérique? Qu'est-ce qui les motive et comment ils arrivent à communiquer ou pas là-dessus? Est-ce que tu as un peu un retour aussi d'expérience là-dessus? Comment ils en arrivent au numérique? C'est une vaste question. Oui, ça dépend ils n'y arrivent pas aussi. Ça dépend des projets progressivement, puis il y a des besoins, en fait, souvent à la fois politiques. Voilà. Le choix de Decidim, il y a beaucoup... En fait, souvent ce qui se fait, par exemple sur le cas des universités, mais ce qui s'est fait aussi beaucoup pour les collectivités, c'est qu'en fait, c'est de repérer, d'essayer de créer des partenariats avec une ou deux grosses communes qui acceptent d'expérimenter le dispositif dans le cadre de dispositifs qu'ils souhaitent pérenniser, comme des budgets participatifs. En général, ça commence là-dessus. Et ensuite, c'est beaucoup en fait, ensuite d'aller démarcher. En fait, quand ça fonctionne bien, beaucoup de collectivités ensuite cherchent à déployer aussi ce type de dispositif. C'est ce qui s'est passé aussi pour les universités. Et puis parce que ça permet de toucher une large population, donc de faire vivre autrement des dispositifs qui fonctionneraient pas moins bien, mais qui toucheraient ce qu'on appelle uniquement des mini-publics au sein des collectivités territoriales, parce qu'en fait, il n'y aurait que du présentiel. Là, ça permet à la fois de faire des dispositifs qui durent plus longtemps dans le temps, qui reposent à la fois sur des réunions en présentiel et sur du distanciel, et que donc, les gens en fait, peuvent participer à distance depuis chez eux, au travail, etc. Donc ça donne une autre dynamique aux dispositifs participatifs en général que permettent de promouvoir ce type de plateforme. Vous saviez que ça existait des trucs comme ça, vous?
Oui, quelqu'un l'a déjà utilisé ou Ouais, tu vois, c'est partagé, quoi. Enfin, on n'est pas tout à fait au fait. vous vouliez dire un mot? Oui, bonsoir. Philippe Villas-Boas, artiste, et je m'intéresse beaucoup au numérique comme outil de synchronisation politique notamment, et de surveillance. Donc, d'où l'intérêt de ces outils voilà, qui ont été apportés vraiment par les... pour la petite histoire, Decidim a été créé par une équipe qui est arrivée au pouvoir à Barcelone, donc c'est important de le souligner quand même, équipe municipale, qui a notamment créé qui a écrit un livre sur toute leur histoire, comment ils sont arrivés au pouvoir à Barcelone, avec une liste de non-professionnels, et comment petit à petit ils ont dû se recréer à la fois des outils de gestion collective et participative, et aussi comment, en tant que citoyen lambda, ils ont mis les mains dans le cambouis du métier de la politique. Et pour ça, Decidim a fait un peu histoire, en tout cas sur ce pan-là de comment on partage le contrôle. Et effectivement, en France, beaucoup ont repris. Je me souviens de Guitry de Villepin, qui avait notamment mené en France des propositions d'élections de parlementaires, mais qui seraient contrôlées via des outils comme Decidim par des décisions et des choix collectifs. Donc ça a quand même fertilisé pas mal de têtes sur ces aspects-là de partage du joystick politique. Merci pour l'info. Et je commence à voir un peu les limites quand tu évoques ces plateformes et les outils. Tu l'évoquais très rapidement, les données. Moi, par exemple, typiquement, ce genre de plateforme, je me disais, à qui je confie mes données en disant que je suis intéressée par telle chose. S'il y a un débat qui est en ligne, qui va récupérer ces informations? Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, que Taïwan a eu à faire par rapport à la Chine derrière? Enfin, voilà. Est-ce que c'est des choses, la surveillance, la sécurisation des données publiques, est-ce que tu peux peut-être rebondir là-dessus? Est-ce qu'il y a... Je ne suis pas une experte complètement sur ces sujets. J'ai des collègues qui travaillent vraiment sur ces sujets. Mais à Taïwan, la question de la transparence peut surprendre. Il y a eu un mouvement quand Audrey Tang était ministre qui était très fondé sur la transparence. Elle a beaucoup permis au gouvernement, lancer, initier et développer ce qu'on appelle le mouvement du gouvernement ouvert, qui est donc un mouvement qui est fondé sur la transparence, l'inclusion, la participation citoyenne et sur la collaboration entre administrations. Donc en gros, décloisonner les administrations et la manière dont les données circulent entre les administrations, puisque c'est un vrai problème, y compris en France. Et donc dans ce cadre-là, il y a eu énormément de jeux de données qui ont été publiés. Il y a eu une plateforme qui a été ouverte, qui s'appelle Open Data, il me semble, .gov.tw. Et en fait, beaucoup de gouvernements ont mis en place une plateforme similaire pour publier des jeux de données en open data, donc sous une licence ouverte, et donc dont l'objectif est de pouvoir être réutilisé par toute personne qui le souhaite. Le mouvement a beaucoup ralenti depuis qu'Audrey Tang a quitté en fait le ministère du numérique. Les pressions sur Taïwan se sont aussi un peu renforcées. Et ils ont développé toute une stratégie qui est davantage plus sur l'offensive et la défense au niveau des données. Et donc beaucoup de données auxquelles j'avais pu moi avoir accès sur mon terrain sont désormais fermées à nouveau. Et en France, pour les cas de Decidim en général, la France est assez stricte sur les questions RGPD. Donc en fait, tout est mis en général tout doit être mis dans les CGU. Alors, c'est le conseil... comment il s'appelle cette administration? La CNIL? Oui, merci. La CNIL, en fait, accompagne notamment certaines administrations, ou en tout cas propose des modèles en termes de conformité, pour mettre en conformité les plateformes avec la réglementation sur les données. Donc voilà, et donc normalement, on est censé savoir...
où sont stockées nos données, pour combien de temps, on a un droit de modification et de suppression des données, etc. etc. À Taïwan, il n'y a pas cet équivalent du RGPD. D'autant plus flippant, non, avec le gouvernement chinois. Enfin, bon, je sais pas, peut-être qu'on est un peu parano là-dessus, mais, mais c'est juste que on sait très bien que toutes les données personnelles, dès qu'elles sont sur un site internet, sont livrées à des entreprises privées, la plupart liées aux GAFA, donc américaines. Donc c'est assez difficile de voir comment, d'un côté, on a ces institutions publiques qui veulent nous aider à faire une démocratie, et de l'autre côté, on a des entreprises privées qui sont nos outils. Comment on peut corréler les deux sans tomber dans les inconvénients et les risques de la désinformation, des problèmes des données qui circulent. Enfin, on en revient toujours un peu au même schéma, en fait. Quel que soit le sujet des rencontres, on en revient toujours à ces limites-là. Donc, bon, c'était un peu une question que je me posais en tant que simple citoyenne. Est-ce que tu voulais un peu nous évoquer d'autres choses de Taïwan parce que il me semble que le Gov0 que tu évoquais était aussi lié à un mouvement politique, tout comme vous évoquiez l'Espagne et sans doute lié à Podemos. Enfin voilà, à chaque fois il y a un mouvement du terrain social qui fait naître aussi des choses au niveau numérique. Donc le mouvement des tournesols, est-ce qu'il y a peut-être un lien à faire avec ce sujet-là ? Oui, alors il y a deux choses auxquelles je pense. Donc Gov0 a été, donc cette grosse communauté de hackers a été créée en 2012, donc en réaction à une politique publique que j'évoquais sur la question du budget, de l'opacité du budget. Et en 2014, il y a eu donc l'un des plus gros mouvements à Taïwan, donc qui s'appelle le mouvement des tournesols, qui a duré plusieurs semaines en mars 2014. Cette fois-ci en réaction à l'opacité, ou en tout cas à l'examen accéléré d'un texte de libre-échange entre la Chine et Taïwan. Et donc, en contestation, plusieurs centaines de milliers de participants ont occupé les abords du Parlement et le Parlement lui-même. Et à ce moment-là, Gov0 était dans les rues autour du Parlement. Ils ont facilité en fait la connexion, puisqu'il y a eu des moments où en fait, le gouvernement voulait couper en fait, toute connexion, réseau en fait, mobile, et donc ils ont mis en place d'autres dispositifs pour permettre de se connecter. Et il y a eu une vague de manifestants qui ont rejoint ensuite la communauté, qui a énormément grossi pour devenir l'une des plus grosses communautés d'Asie. Donc oui, ça c'est pour le mouvement des tournesols. Donc Taïwan a beaucoup de mouvements avec des noms de fleurs, souvent pour des questions de coïncidence. Et là c'était je sais plus quelle était la raison pour laquelle tout le monde s'est retrouvé avec des tournesols, mais c'était pas prévu comme ça. Un bon moyen visuel peut-être. C'était. Si je ne me trompe pas, c'était un fleuriste qui avait fait le cadeau de tournesol à les étudiants qui étaient tous réunis, et c'est devenu comme ça le symbole. Oui, tout à fait. Donc voilà. Et donc la question. Et la deuxième chose, c'est que en fait, ce mouvement Gov0 par la suite, mais même, dès les origines en fait, a un rapport du coup à l'autoritarisme très particulier, et ils se sont énormément préoccupés. Donc, en fait, à la suite du mouvement des tournesols, il y a eu un an ou deux après, ce qu'on appelle le mouvement des parapluies. Quelques mois après, il y a eu le mouvement des parapluies à Hong Kong. Et pendant ce mouvement des parapluies et après, avant que Hong Kong ne soit complètement rattaché à la Chine, en fait, populaire, les hackers hongkongais en fait, sont allés à Taïwan. J'ai eu l'occasion de les rencontrer, notamment à plusieurs reprises, pour trouver des moyens de lutter en fait contre l'autoritarisme, contre le futur, la réintégration de Hong Kong dans la Chine populaire. Et donc, en fait, à Taïwan, ils avaient développé des outils, notamment, qui permettaient d'échanger des messages lorsqu'on était hongkongais, codés. Donc en fait, on écrivait l'heure du rendez-vous, la place, etc. et ça se transformait en un poème. Ce genre de choses. Et en le passant dans le logiciel, ça permettait de retrouver le message d'origine. Voilà. Et donc,
théoriquement, Hong Kong aurait pu ne pas être rétrocédé à la Chine grâce à Internet. Si, Hong Kong devait être rétrocédé à la Chine à une date butoir. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les hackers de Hong Kong sont allés voir les hackers de Taïwan pour agir sur Internet. Pour essayer de résister à travers des outils numériques. Oui, tout à fait. Et donc la puissance d'Internet qui, du coup, a un impact réel sur une situation politique, sur une situation dans la vraie vie avec des vrais gens, c'est assez fou quand même. Et oui. C'est ce qui est intéressant. Alors là, je suis pas une experte non plus sur les questions de la Chine populaire, mais j'ai des collègues qui travaillent dessus. Mais Taïwan a un Internet extrêmement libre. Il n'y a pas de... Je ne veux pas comparer, mais ils sont moins censurés que nous sur certaines questions. Voilà. Mais c'est vrai que, par exemple, Hong Kong, il y avait cet enjeu... Voilà, que c'était que l'internet, en fait, ce qu'on appelle la grande muraille, en fait, donc l'internet chinois, allait imposer des conditions, en fait, où en fait trouver les niches numériques qui permettent de résister deviennent un enjeu particulier. En fait, c'est plus aussi facile, il y a plus les possibles sont vachement réduits, y compris sur Internet, pour pouvoir résister. En Chine, très souvent, il y a des termes qui sont continuellement censurés, qui renvoient à des mouvements, à des injures, à pas mal de choses, qui fédèrent des communautés de gens qui résistent autour de différentes choses. Et la censure, en fait, passe et les censures, et eux s'adaptent continuellement et trouvent d'autres termes, en fait. Donc, il y a un peu ce jeu du chat et de la souris. Voilà. Ça me fait penser, on ne sait plus trop ce qui se passe avec Anonymous, mais à une époque, je me souviens qu'il y avait tout ce kit de survie qui avait été fourni au moment du mouvement de printemps arabe pour que les personnes qui manifestaient puissent savoir comment faire attention en ligne pour pouvoir propager leur rendez-vous de manif, etc. Il y avait une entraide en fait entre Anonymous et le mouvement politique sur place. Est-ce qu'on en entend parler encore aujourd'hui de ça, de ce qui se passe en ligne et ce qui se passe sur le terrain? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en corrélation encore aujourd'hui, que ce soit en Asie ou ailleurs? C'est quelque chose qui... Moi, je n'ai rien entendu en temps, mais... C'est-à-dire est-ce qu'il y a d'autres exemples comme le mouvement de Tournesol ou le printemps arabe où il y a comme ça une corrélation entre un mouvement social et une entraide numérique en fait en ligne? Alors là, je suis pas du tout experte, mais en fait, la plupart des mouvements sociaux aujourd'hui, en fait, ont une partie de coordination en ligne sur Facebook, le plus basique, ou autre, en fait. Tout mouvement social, y compris, il y a beaucoup d'études sur les gilets jaunes, par exemple, qui montrent. Et là, par exemple, pareil, je suis pas du tout experte, donc je vais pas rentrer dans des détails qui ne sont pas ultra familiers. Où des chercheurs ont montré justement le rôle des outils numériques dans la coordination des différents mouvements qui sont explosés en fait partout en France. C'est ça qui était intéressant. Et la manière dont ça permet de pérenniser aussi certains mouvements. Il y a une intervention dans le public. Il y a un exemple super à citer, c'est le parc Gezi en Turquie, Istanbul. Zeynep Tufekci, je ne suis pas sûr de la prononciation, a écrit un super bouquin qui s'appelle Twitter et les gaz lacrymogènes, où elle fait état de comment le numérique est devenu un muscle logistique des mouvements contemporains, et comment surtout c'est une inversion de construction des mouvements par rapport aux droits civiques aux États-Unis par exemple, où pendant 1 an, 2 ans, on se cultive, on se forme à la cause, puis finalement on va faire une manifestation à Washington, alors qu'aujourd'hui finalement la logistique permise par le numérique inverse un peu cette logique, avec un événement qui fait naître une envie de se retrouver, de dire non, et puis ensuite des constructions de collectifs qui perdurent ou pas. Il faut dire qu'en France, les collectifs s'entraident beaucoup, notamment sur la question des violences policières, qui n'est pas nouvelle, vraiment pas nouvelle, et où les collectifs essayent de s'accompagner les uns et les autres, et justement de faire en sorte que le muscle numérique initial qui fait qu'il y a coagulation, il soit constant, il soit activé souvent. C'est un peu la pensée des hackers et même des
des débuts d'Internet, en fait, cette pensée d'Internet libre où en fait tout le monde peut participer, tout le monde peut collaborer, qui est reprise par Audrey Tang, qui arrive à modifier un gouvernement en fonction de ça, mais effectivement, depuis les débuts d'Internet, on voit des trucs comme ça. Je pense là, il y a quelques années sur Netflix un documentaire qui s'appelait Don't Fuck With Cats, je ne sais pas si vous l'avez vu, où c'était... T'arrives toujours à le placer dans les rencontres. Mais oui, mais parce que c'est super intéressant. Et c'est Luca Rocco-Magnotta, je crois que c'était lui, qui publiait des vidéos où il maltraitait les chats. Et qu'en fait, il y avait une communauté de gens qui se sont regroupés sur un groupe Facebook pour essayer de le retrouver et qui ont aidé la police. Bon, après, le type laissait des pistes. Et donc, ils analysaient les vidéos qu'il faisait. Ils se sont intéressés au drap qu'il y avait sur son lit qui était en arrière-plan pour essayer de trouver dans quel magasin il l'avait acheté et tout ça. Et c'était juste des gens sur Facebook qui se coordonnaient et qui ont... en fait, ça a amené à l'arrestation du type. Et en fait, on en a plein sur Internet, plein de trucs comme ça. Et notamment sur un forum qui s'appelle 4chan, qui est là depuis quasiment les débuts, me semble-t-il. C'est un forum où il n'y a pas de modération et où les gens font ce qu'ils veulent. Et en fait, c'est comme ça que c'est sur ce forum-là que s'est créé Anonymous, en fait. Donc au début, c'était juste des gens qui partageaient des blagues et puis qui faisaient communauté, qui rigolaient ensemble. Et puis au bout d'un moment, ils ont commencé à faire des blagues dans la vraie vie, c'est-à-dire aller commander des centaines de pizzas chez une personne en particulier. Et puis après, ils se sont dit, tiens, mais en fait, on a un pouvoir, on peut faire des trucs. Et là, il y a toute une partie de ces gens-là qui se sont dit, mais en fait, on peut même avoir une action au niveau politique, quoi. Et c'est là qu'a démarré un peu tout ça, et c'est un peu cette mentalité d'Internet libre qui a permis l'essor de tout ça. J'avais une autre question, moi, on revient à la révolte des tournesols. Sur la photo qu'on voyait là, ils sont tous très jeunes. Et donc, c'est des gens jeunes qui... Alors, il me semble, d'après ce que j'avais vu, qu'ils sont allés donc, au Parlement. Ils ont bloqué le Parlement pendant 3 semaines. C'est ça, pour éviter que le Parlement vote la loi de libre-échange avec la Chine. Et donc, il y a quand même une sacrée une volonté de participation politique de la part des jeunes. C'est quelque chose que, visiblement, notamment aux dernières élections en France, on ne voit pas trop. Et c'était aussi un des objectifs que tu avais dit de Audrey Tang, c'était de faire participer les jeunes. Est-ce que, du coup, tu sais comment Audrey Tang a réussi à faire ça ? Est-ce qu'elle a capitalisé sur les tournesols ? Est-ce qu'elle a développé des outils qui s'adressaient aux jeunes ? Est-ce qu'elle a communiqué particulièrement aux jeunes ? Comment, à ton avis, comment elle a pu réussir à intéresser les jeunes dans la politique ? Alors, le mouvement des tournesols, c'est pas le fruit d'Audrey Tang, donc il s'était déjà intéressé avant. Bien sûr. Et ensuite, on a beaucoup appelé ça souvent un mouvement étudiant. Or, en vrai, il y a eu beaucoup d'autres. La population n'était pas du tout que estudiantine. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les fonctionnaires d'État de l'administration centrale. Et il y en avait qui soutenaient le mouvement et qui allaient en fait sur place aussi. Ça a été un mouvement où pendant plusieurs semaines, il y a eu beaucoup d'ateliers, de délibérations, de participation, où on a repensé la Constitution, les institutions, etc. Pour en revenir à Audrey Tang, du coup, elle a créé une sorte de commission au Parlement des jeunes pour reproduire ce qui se faisait un peu dans les institutions. Alors après, je vous avoue que j'ai pas vraiment suivi quelle était la valeur consultative du coup de ça. C'était plutôt l'idée de former, d'initier aussi à des règles un peu institutionnelles, à des manières de faire, de donner à voir comment se fait la production de l'action publique au sein de l'administration centrale, et de faire remonter certaines idées, certaines propositions lors des réunions de ministres, en fait. Ce qu'elle faisait beaucoup, y compris pour que j'ai étudié en fait un réseau interministériel de fonctionnaires d'État et qui était en charge de traiter des requêtes citoyennes. Et donc l'objectif est d'échanger avec les citoyens lors de réunions un peu délibératives participatives, et ensuite de faire remonter certaines de ces requêtes, ou en tout cas les idées qu'ils estimaient être intéressantes dans les sphères décisionnelles. Voilà. Donc, c'est pas Audrey Tang qui a nourri la participation citoyenne. Il y a
en tout cas des jeunes. Il y a un mouvement un peu général où à Taïwan, les jeunes sont souvent très engagés. En France, ce qui a été montré, justement, c'est qu'il y a le cliché des jeunes pas engagés. Ce que les recherches un peu plus récentes montrent, c'est que les jeunes sont engagés, mais souvent pas forcément dans les organes politiques traditionnels. Voilà. Et c'est pas parce qu'ils ne votent pas qu'ils ne sont pas politisés. Voilà. C'est bien de le rappeler. C'est vrai qu'il y a un cliché derrière ça. Est-ce que le fait d'ouvrir la démocratie avec les outils numériques, ça permet de diversifier? Tu as un peu parlé tout à l'heure en disant que voilà, c'est un peu l'idéal qu'on a. Voilà, quand les choses sont sur Internet, on pourra toucher plus de monde, on pourra accéder à une diversité de typologie du public et des habitants et des habitantes. Est-ce que c'est bien réel, ça? Est-ce qu'on arrive vraiment à toucher une masse? Sur l'exemple de Taïwan, est-ce que c'était le cas? Ou est-ce que finalement on en revient toujours au même schéma où c'est toujours les mêmes personnes, on est toujours dans des niches, on est un peu toujours enfermé, on arrive très peu à réussir à réunir du monde? Je sais pas. Ça dépend de beaucoup de choses en fait. Globalement, les gens qui participent, c'est souvent des gens qui ont du temps. Par exemple, sur la plateforme de requêtes citoyennes que j'étudiais, la majorité des personnes qui avaient le temps de soumettre des requêtes, sachant que c'était ouvert à tout le monde, c'était souvent des personnes soit retraitées, soit des très jeunes, lycée, etc. Les gens qu'on dit actifs, eux, en propension, en fait, soumettaient moins de requêtes. Voilà. Dans les faits, dans les dispositifs participatifs, donc là plutôt en France, nous, par exemple, à l'université, c'est les étudiants qui utilisent la plateforme Decidim ou qui sont dans les dispositifs participatifs sont obligés d'être là. C'est inscrit dans les formations. On organise des ateliers où on les oblige, en fait, tout simplement en livrable, à produire des propositions qui seront publiées sur la plateforme Decidim. Ce qui fait que, de facto, on a une diversification, en fait, parce que l'idée, c'est qu'en fait, si on les laisse participer, très souvent, les étudiants, on a en fait les plus politisés. Les étudiants qui sont élus dans des instances, les syndiqués, etc. Ça, en gros, c'est ce nous, on a observé à l'échelle de notre université. Ce qu'on observe aussi, du coup, dans les dispositifs participatifs sur la recherche sur la démocratie participative et délibérative, c'est que le public, c'est souvent le même, en fait. À l'exception des moments où il est tiré au sort. Sachant que même là, les études sont en cours, parce que y a pas mal de recherches, mais ça évolue. Si on laisse la possibilité, dans le cadre du tirage au sort, aux personnes de refuser, en fait, on tombe sur finalement des gens qui sont déjà à un niveau quand même d'engagement assez haut. Puisqu'en fait, les premiers vont refuser, ensuite on appelle les deuxièmes de liste qui refusent, les troisièmes, etc., etc. Et donc on arrive sur forcément les gens les plus politisés aussi. Donc tout dépend des critères que l'on met, de la manière dont on insère ça dans les dispositifs. En fait, il y a d'autres choses. En fait, c'est pas le numérique qui va permettre d'engager une diversité de personnes et de faire entendre des voix qu'on n'entend pas. C'est tout ce qui est autour. C'est les règles qu'on se donne, c'est les démarches qui vont avec. C'est souvent aussi des démarches en présentiel, d'aller voir les gens. C'est pas le numérique. Enfin, le numérique c'est un outil. Est un média comme un autre. Mais c'est pas parce qu'il est là qu'on s'en empare. Voilà. Encore une intervention dans le public. Vous me dites si je prends trop la parole. Non, c'est un plaisir. Il y a un élément de réponse complémentaire. C'est Jen Shredy qui enseigne à l'EHESS aussi à Paris, qui a écrit un livre qui s'appelle The Revolution That Wasn't, donc, qui va à l'encontre de cette idée que Internet finalement va ouvrir la voie à d'autres voies et multiplier finalement les points de vue sur la vie politique ou la recension des votes. Jen Shredy a montré que, comme vous le disiez, Madame Bourgeois, que en fait, les gens qui ont le temps de participer en ligne sont plutôt des gens bien pourvus économiquement et que politiquement, ça fait plutôt pencher la balance à droite, en fait. Et que cette chimère de l'Internet truffé de gauchistes n'existe pas. L'Internet est truffé de gens qui ont les moyens et qui ont le temps d'être sur Internet et de faire autre chose que pourvoir aux besoins de leur famille.
Et donc ce ne serait pas si représentatif que ça, du coup. On sait que... Alors là, ce serait... faut lire, mais là, il n'y a pas de doute actuellement. Mais ça fait un moment qu'on sait que Twitter est très à droite. Ah bon? Qui est-ce que j'ai choqué dans la salle? Voilà. Donc là, ça s'est droitisé. Encore plus. Mais en fait, sur les questions, souvent on parle de polarisation. On sait qu'un certain nombre de réseaux sociaux sont quand même assez à droite. Donc voilà. Je ne suis pas non plus une experte de ces questions. Il faudrait lire les recherches sur le sujet. On n'est pas non plus expert, mais c'est vrai qu'à chaque rencontre, quel que soit le sujet qu'on dédie, on en revient toujours au même schéma. Effectivement, les algorithmes des médias sociaux vont nous enfermer, donc parce qu'on appelle les bulles de filtre. Donc on va se retrouver à s'entendre tous ensemble sur les mêmes thématiques. On va être enfermé dans quelque chose. Le fil d'actualité va toujours être le même, sur les mêmes sujets. Donc si on commence à rentrer dans un complot, on va avoir que des complots. Voilà. Donc on connaît un peu le système effectivement des réseaux sociaux et comment ils nous enferment, mais en fait ce n'est qu'un reflet d'une société, c'est-à-dire que si tu sors avec certains amis qui ont cette tendance-là, tu vas être aussi dans une niche. Voilà, c'est un peu le reflet aussi des relations humaines, mais du coup à l'échelle mondiale et en ligne. Donc j'ai l'impression qu'on revient toujours dans ces schémas-là à chaque fois. On rencontre que voilà, quel que soit le sujet, et étonnamment même avec la démocratie, on en voit les limites. Qu'est-ce qu'on n'a pas évoqué qui pourrait être intéressant? On a magnifique une carte mentale. Il y a peut-être des questions? Oui. Merci. Oui, c'est la deuxième mandature, n'est-ce pas, du Parti démocrate à Taïwan. On voit à travers la figure d'Audrey Tang, que je ne connaissais pas du tout, comment un mouvement, un outil a été réintégré au sein de l'État, enfin intégré au sein de l'État par la construction d'un ministère tout à fait spécifique. Qu'en est-il de cette deuxième mandature? J'ai l'impression de comprendre dans vos propos qu'il y a une sorte de recul par rapport à ça. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il y a une différence entre cette nouvelle présidence, cette récente présidence du Parti démocrate progressiste à Taïwan? Alors, donc c'est pas la deuxième mandature. On en est à la 5e mandature, si je ne me trompe pas. Puisqu'il y a eu 2 mandatures de 4 ans, de 2000 à 2008, et ensuite 3 mandatures consécutives depuis 2016. Là, le nouveau président... alors, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. À mon sens, en fait, donc là, il y a un repli un peu sur soi de Taïwan qui, lorsque Audrey Tang était ministre, d'abord son portefeuille, puis du numérique, portait à elle principalement les politiques de transparence et d'ouverture des données, qui maintenant ne sont plus portées comme elles l'ont été au moment où je faisais mon terrain, depuis qu'elle est ambassadeur du numérique rattachée au ministère des Affaires étrangères et que le ministre du numérique a changé. On est beaucoup plus sur une stratégie un peu de fermeture et à la fois défense et offense concernant le numérique et les données. On est beaucoup plus sur des politiques liées à la désinformation, comment prévenir la désinformation, comment lutter contre ça pendant surtout les périodes électorales, mais pas que. Comment sensibiliser les citoyens à ces questions, puisque c'est eux les premiers concernés à travers les médias. On est sur aussi les modes de financement des médias, puisqu'il y a eu à Taïwan, au cours des années 2000, plusieurs débats, et notamment autour d'un gros média un gros groupe qui s'appelle Want Want, et qui était un média en fait qui était, qu'on disait financé par la Chine, etc. Et de plusieurs chaînes du coup de programmes télévisés qui diffusaient du contenu en fait en faveur plutôt, qu'on disait plutôt pro-chinois pour le dire de manière très rapide. Et donc voilà, il y a ces débats un peu à la fois juridiques, législatifs, autour de ces questions des limites de la liberté d'expression. Il y a beaucoup d'élus, que ce soit au niveau des collectivités, ce que nous on appellerait les collectivités, et y compris au niveau des ministères, qui sont en fait à Taïwan, ce que nous on appelle ministères, ça peut être des conseils, des commissions et des ministères. Il y a 3 appellations, mais ils ont tous valeur ministérielle. Et donc on a eu des présidents ou des présidentes de commission qui disaient en gros que la Chine populaire utilise la démocratie contre elle-même. Donc en gros, le
le fait qu'il y ait autant de liberté d'expression, enfin en tout cas qu'il y ait un champ assez libre, faisait que ça donnait un espace à une parole pro-chinoise de se développer, à la désinformation de se développer. Et donc, ils estimaient qu'on retourne les règles de la démocratie contre elle-même. Et donc, que la démocratie devient peut-être une vulnérabilité pour elle-même, en fait. Voilà. Et du coup, cette crainte qui est de plus en plus... qui est de plus en plus présente que en fait, la Chine fasse une action contre Taïwan. Ça s'est exacerbé dans ces dernières années, j'imagine. Alors, donc la Chine, j'ai un collègue que je vous invite à lire. Il a écrit une très belle tribune pour l'humanité il y a quelques semaines qui s'appelle Alexandre Gandil et qui répond à la question que l'humanité lui avait posée. La Chine va-t-elle envahir Taïwan ? Point d'interrogation. Et qui revient un peu justement sur ces enjeux, parce que lui, il est vraiment très stratégie, sciences politiques, relations internationales. Et ce qu'il mettait en avant, c'est que, en fait, les incursions des avions en fait, chinois dans la zone d'espace taïwanaise qui dépasse la ligne en fait, marginale, en fait, sont extrêmement fréquentes en fait depuis... je sais plus, 2019 ou 2020, en fait, le gouvernement tient un décompte en fait, du nombre d'avions qui entrent dans l'espace aérien taïwanais. Et à chaque élection présidentielle, la pression se fait particulièrement forte, d'autant plus quand c'est le Parti démocrate progressiste, qui est plutôt à tendance indépendantiste, qui arrive au pouvoir. Les pressions ces dernières années se sont renforcées. Ça, c'est sûr. Après, moi, je ne peux pas répondre à la question si la Chine va envahir Taïwan, et encore moins quand. Non, on va juste inviter les gens à regarder. Il y a une série sur l'invasion potentielle des Chinois sur Taïwan qui s'appelle Zero Day, je crois. Ouais. En fait, le but des rencontres, c'est toujours d'ouvrir des pistes de réflexion. C'est pas forcément d'apporter des réponses à tout. Et c'est vrai qu'on est parti un petit peu dans tout plein de sujets. Avant de conclure, est-ce qu'il y a une dernière pensée, une dernière chose que tu voudrais préciser sur n'importe quoi? Là, je te laisse vraiment la carte blanche. Quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué. Tu me parlais d'une anecdote que tu voulais me dire tout à l'heure autour de... Parce que tu as fréquenté Audrey Tang pendant un moment dans le cadre de tes études. Est-ce que tu voulais nous en parler? Non, c'était juste des anecdotes de terrain, c'était pas... mais s'il y a un message que je veux faire passer, pour le coup, c'est plutôt un message, parce que je travaille beaucoup sur la question des services publics, en France notamment. Et ayant étudié du coup l'administration centrale taïwanaise et les legs de la période autoritaire dans un régime qui est démocratique aujourd'hui, et notamment les fragilités institutionnelles, à chaque fois qu'un parti... à chaque fois qu'il y a un changement de parti au pouvoir, il faut savoir en fait que j'ai écrit ma thèse pendant la dissolution, enfin en tout cas j'ai terminé de l'écrire pendant la dissolution, et au moment où je l'ai écrit, j'ai trouvé extrêmement prégnant cette question des legs autoritaires dans un régime démocratique, les traces que laissent des anciens régimes dans un nouveau régime. Et voilà, et j'irai pas plus loin parce que c'est filmé et que voilà. Mais cette question justement de la frontière entre autoritarisme et démocratie, de la pérennité et des traces que laisse qu'on laisse d'un régime à l'autre dans le droit en fait à Taïwan, le droit est encore dans certains pans dénoncé comme étant autoritaire en fait. Dans les institutions au sein de l'administration centrale, on dénonce des formes d'autoritarisme, que ce soit dans l'organisation du travail, dans la manière de gérer l'action publique, dans les relations entre fonctionnaires et politiques, dans le rapport que les politiques et les fonctionnaires centraux ont à la population. Tout ça pour dire en gros que que ce n'est pas des choses qui disparaissent facilement. On ne se rend pas forcément toujours compte d'ailleurs des legs que ça laisse. Et moi, ce sont les dispositifs que j'ai étudiés qui sont assez récents, les dispositifs de requête citoyenne, qui font émerger aujourd'hui, donc qui sont nés en 2015-2016, qui font émerger aujourd'hui, aux yeux des fonctionnaires de l'administration centrale et de certains ministres, ce qui est encore autoritaire. C'est-à-dire que sans ça, la question de qu'est-ce qui est encore autoritaire ne serait pas forcément posée en ces termes. Voilà.
C'est super intéressant pour le coup de voir que la transition d'un gouvernement à un autre a un impact aussi dans la démocratie. Parce qu'on a tendance à oublier aussi en France que les gouvernements changent politiquement, mais les administrations sont les mêmes. Donc, et si je peux ajouter, du coup, vas-y. Taïwan a un rapport très particulier. La France, en fait, on n'est pas sous menace. Le truc de Taïwan, c'est que, vous le savez sûrement, le Taïwan n'est pas considéré comme un État. La République de Chine n'est pas considérée comme un État. Il y a eu une déreconnaissance de la République de Chine en 1971 qui a perdu son siège à l'ONU, donc qui a perdu le droit de représenter une carte Chine. Et à la place, c'est la République populaire de Chine qui a été autorisée à représenter ce siège de la Chine. Et en fait, il y a un enjeu à la fois pour Taïwan de valoriser sur la scène internationale l'exemplarité de la démocratie, un enjeu à la fois stratégique, de se dire appartenir à une communauté de pays dits démocratiques. Et là, je mets plein de guillemets, mais voilà. Par opposition à la pression qu'elle reçoit en fait d'un autoritarisme voisin, qui est la République populaire de Chine, puisque Taïwan est continuellement menacé. Et aussi un rapport qu'ils ont à leur propre autoritarisme passé, en fait. Et donc, en fait, avoir ce double rapport à l'autoritarisme, voisin contemporain et passé, qui est le sien, donne un rapport à la démocratie, une manière de se mettre en récit sur la scène internationale et de définir, en fait, ce que l'on juge être démocratique ou pas, qui est assez différent de ce que l'on voit en France, où il y a parfois, où c'est un peu un acquis. On est beaucoup sur les crises de la démocratie, sur les crises institutionnelles, sur l'arrivée de peut-être certains partis au pouvoir en 2027. Et donc, c'est en France, souvent, ce qu'on estime être la menace, elle est interne. À Taïwan, c'est très différent, en fait. La menace est parfois considérée comme interne quand c'est un parti un peu pro-chinois, mais elle est voisine. Et il y a ce souvenir du passé, en fait, qui est encore très présent. Il y a des politiques de justice transitionnelle qui sont toujours en cours à Taïwan, avec une commission spéciale à statut ministériel qui a été créée sur ces questions, parce que le traitement de l'autoritarisme, des crimes passés, en fait, de ces restes dans le droit, etc., n'est pas résolu encore maintenant, alors que la loi martiale a été levée en 87. Et que tout n'est pas encore transparent. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore combien de morts il y a eu exactement, combien de blessés, etc. etc. Ouais, la transparence a ses limites, quoi. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Pas une question, mais envie de continuer sur la rémanence et les marques des systèmes autoritaires sur les pays. Moi, je connais un peu l'histoire du Portugal. Le Portugal a vécu la plus longue dictature au XXe siècle en Europe. Et bien qu'en 1974, on aille aussi fleur au fusil, d'ailleurs ça m'a fait sourire que ce soit une histoire de fleuriste qui ait aussi passé les fleurs aux étudiants. Au Portugal, c'est la même chose, mais c'est aux soldats. Mais sur cette rémanence, moi, on peut encore le vivre aujourd'hui en allant au Portugal et en se frottant aux institutions administratives. Enfin, on voit clairement que l'administration publique souffre, et la population, bien sûr, surtout. Mais disons que l'appareil administratif est clairement marqué de cette période et qu'il joue encore en fait de ce rôle où le pouvoir serait que d'un côté et même je trouve ça a donné un peu, ça forge aussi le caractère des gens. Une soumission très longue comme ça, un pouvoir autoritaire, ça laisse des marques, quoi. Et ça se voit pendant super longtemps. Je pense que le cas du passage à la démocratie du Portugal sera intéressant à comparer sur ce qui vous intéresse là. D'autant plus qu'au niveau de l'administration centrale, souvent, il y a ce truc de la continuité de l'administration. Et donc, en fait, on se rend compte, y compris, ça c'est des historiens que j'avais lus dans le cadre de ma thèse, après la Seconde Guerre mondiale, de la continuité administrative des fonctionnaires, que, en fait, même s'il y a eu dénazification, par exemple, sous le Troisième Reich, en fait, ils ont été, pour beaucoup,
restaurés ou réinstitués et remis en poste parce qu'il y a besoin de fonctionnaires et souvent ils n'ont pas assez de fonctionnaires pour faire continuer l'État ou les institutions. Et à Taïwan, par exemple, les fonctionnaires en poste, en fait, dans les années 80-70, donc pendant la dictature, sont restés en poste aussi après. Et que même s'ils ont suivi le mouvement, en fait, ça demande un changement de culture énorme. Et que la démocratisation, du coup, c'est une de mes conclusions de thèse, mais c'est pas la seule, la démocratisation taïwanaise est beaucoup passée par une libéralisation des droits et des libertés civiles et politiques au niveau de la société, mais qu'on s'est très peu intéressé et on a très peu démocratisé en fait la culture administrative qui elle en revanche est en train de faire sa transition en ce moment en fait. Enfin, c'est quelque chose que moi j'ai pu observer. Merci Fiorella. Je reviens juste, on n'a pas évoqué Émilie Frankel qui était indisponible ce soir parce qu'elle est dans un méga hackathon. Donc elle s'excuse de ne pas avoir pu venir intervenir à tes côtés. On la salue parce qu'elle doit, à mon avis, faire une nuit blanche là. Elle est bien partie. Merci Benoît. Merci Anne à la production. Merci Guillaume à la régie. Merci Loïc à la réalisation. Et merci au public d'être là. Et merci aux internautes. Et on se retrouve pour la prochaine. Qui sera autour, je vais spoiler, autour du film d'animation. Voilà. On se retrouve là-haut. Merci beaucoup.